installiez tranquillement. Donc d'abord pour remercier les uns les autres, mes chers collègues et nos intervenants de votre présence. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir donc Emmanuel Bernard, vice-président de la Fédération nationale bovine, Madame Isabelle Le Balleur, qui est donc secrétaire générale de la Confédération française de l'aviculture, et puis Monsieur Thébault, qui est directeur de la Fédération nationale porcine. Donc merci Madame, Messieurs de votre présence, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que la règle des commissions d'enquête est de prêter serment avant d'être entendu. Je suis donc tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure » et en appuyant sur votre haut-parleur pour que ce soit bien enregistré. Je le jure. Madame, votre micro, il n'est pas ouvert. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci beaucoup. Merci, Madame, Messieurs. Je vous remercie également de nous faire part des éventuels liens d'intérêt que vous pourriez avoir par ailleurs avec des industriels ou des distributeurs. Rien à déclarer. Aucun. Pas de lien particulier d'intérêt. Merci à vous. Vous le savez, le Sénat a constitué donc le 25 novembre dernier cette commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Je rappelle pour les internautes que cette commission d'enquête poursuit plusieurs objectifs. D'abord, éclairer les citoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays, qui demeure opaque malgré les récentes avancées législatives. D'analyser l'influence des acteurs de la chaîne sur le niveau des prix pour le consommateur et leur caractère inflationniste ou non. D'examiner le partage de la valeur tout au long du processus de production et de commercialisation des produits. Et enfin, de nous assurer que les fournisseurs en amont, notamment les agriculteurs pour les produits alimentaires, mais pas que, mais aussi donc d'autres fournisseurs pour d'autres catégories de produits, bénéficient d'une rémunération la plus juste possible. L'objet de nos auditions dans cette phase introductive est de mesurer donc l'impact concret de la construction des prix de vente hier sur nos concitoyens en tant que consommateurs et aujourd'hui sur les producteurs alimentaires en mettant l'accent sur certaines filières. Nous entendrons d'abord, si vous le voulez bien, le représentant de la filière bovine, Monsieur Bernard. Cette filière connaît une réduction du nombre de bovins, une réduction du cheptel français et une évolution plus large vers l'élevage de broutards. Ces jeunes veaux donc, qui ne sont pas encore engraissés et souvent destinés à l'exportation. Vous reviendrez, je pense, sur l'explication de ces choix stratégiques auprès de nos différents agriculteurs et éleveurs. Nous entendrons ensuite les représentants de la filière porcine et ensuite la filière avicole qui sont exposés à une rude concurrence étrangère et dont les produits permettent aux transformateurs et visiblement aux distributeurs aussi de dégager des marges conséquentes. Nous souhaitons d'abord vous entendre sur l'évolution de vos coûts de production ces dernières années et sur la façon dont les transformateurs et les distributeurs en tiennent compte en fait dans la formation des prix. Il s'agira aussi d'évoquer l'évolution de votre rémunération, de la rémunération perçue, donc qui va au-delà des prix et qui intègre aussi les aides et parallèlement aussi les coûts, des obligations et des contraintes. Enfin, vous pourrez nous livrer votre appréciation sur les pratiques existantes en matière de négociation commerciale. Alors aujourd'hui, on est en plein dedans, je dirais, mais bon, voilà, l'expérience, les analyses qui sont les vôtres. Et quelques petites questions de cadrage, je dirais, pour commencer vos interventions. Les lois Egalim ont-elles, selon vous, permis de mieux prendre en compte les coûts de production dans la construction du prix de vente avec vos acheteurs et plus largement avec la grande distribution? Comment évaluez-vous la transparence au niveau des prix s'agissant des produits de vos filières respectives dans la grande distribution et au regard de vos propres rémunérations? Que représentent pour vous vos filières, les circuits de distribution dits alternatifs à la grande distribution et comment les prix de vente y sont déterminés selon vous?
Est-ce que vous avez des éléments éventuels de comparaison entre les producteurs et notamment peut-être avec les producteurs qui font de la vente directe? Voilà quelques thèmes qui pourront alimenter nos échanges. Donc, je vous propose de dérouler cette audition en 2 temps. D'abord, vous avez la parole pour vous exprimer pendant à peu près 5-6 minutes chacun. Et puis ensuite, eh bien, ce sera d'abord notre rapporteur Antoinette Bull qui vous posera quelques questions. Et enfin, nous donnerons la parole à nos collègues de la commission d'enquête. Je vous propose, Monsieur Bernard, de débuter. Donc merci et encore une fois, désolé pour ce retard qui est cumulé entre un accident de personne à SNCF et ils y sont pour rien. Il n'y a pas de responsable. Et puis ensuite le métro, donc ça fait beaucoup. Mais d'abord, évidemment qu'on est très attentif à ce genre de commission d'enquête parce que on a envie de participer, pas parce qu'on a la vérité absolue, mais parce que, évidemment, étant acteur de la filière, en tout cas sur le plan bovin, on est très, très intéressé de pouvoir faire évoluer les choses et de vous les faire partager. Premièrement, depuis 10 ans, on va dire que la viande bovine, mais lait et viande confondus, a perdu 1,1 million vaches. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé de un peu plus de 8 millions de vaches à un peu moins de 7 millions en France. Et que tout ça étant souvent quand même la conjugaison d'une situation de revenus trop faible et avec un manque, on va dire, du coup, à partir de là, d'investissement, de modernisation, et qui est un tout petit peu, je crois, à l'origine des mouvements agricoles. Si on reprend 2 ans en arrière, c'est le sud-ouest qui a généré le début des mouvements. Et c'est une zone, en termes d'élevage, avec un S, tous les élevages, qui souffrent plus particulièrement à la fois des prix, mais peut-être aussi de tout ce qui est conséquences du changement climatique et tout ça. Donc, l'intérêt de rentrer les coûts de production dans la contractualisation est évident. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je vais juste vous donner un exemple peut-être de quelque chose qui a été sous-estimé, puisque pendant un certain temps, on avait des coûts de production qui étaient établis et on nous disait, et même peut-être chez les responsables politiques, mais il y en a qui y arrivent, à des prix évidemment non rémunérateurs pour un grand nombre. En revanche, quand on regarde la situation aujourd'hui, et moi j'ai interrogé les banques cette semaine pour préparer, et aujourd'hui, en viande, producteurs de viande bovine notamment, il y a 0 baisse de crédit court terme dans les exploitations agricoles. Ça veut dire que l'amélioration des cours qu'on a vraiment eu maintenant depuis 3-4 ans, mais depuis 1 an, pour l'instant, elle permet de payer les factures en retard qui n'étaient pas connues. Donc collectivement, quand on calculait les coûts de production, on omettait un certain nombre de choses qui étaient basées sur des factures qui étaient dues chez les marchands d'aliments, chez le vétérinaire, le fermage, parce qu'il y a quand même une grande surface qui est en fermage. Donc voilà, c'était un exemple et c'est pour vous dire que, évidemment, qu'on a des prix qui se sont améliorés. La contractualisation, le fait d'identifier qu'on était vraiment en dessous des coûts de production, en tout cas, l'outil contractuel, il n'a pas été utilisé à la hauteur. En revanche, tout le calcul, tout le mécanisme et tout ce qui a été fait autour montre qu'il fallait certainement en passer par là et il faut continuer. On ne peut pas faire sans rentabilité à tous les maillons de la chaîne. Donc ça a été un premier élément. On voit bien qu'on a plus baissé l'exportation de broutard vers l'Italie qu'on a baissé l'engraissement en France. Je le signale aussi parce que c'est une idée reçue où on a l'impression qu'on exporte tout. Depuis 4 ans, on garde proportionnellement plus d'animaux en France pour les engraisser, évidemment pour compenser le manque de viande issue des vaches qui ne sont plus là. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que c'est faisable. Et tout ceci n'est fait que par des contrats. C'est-à-dire que autant on a très peu de contrats chez les naissants engraisseurs, on a 0 contrat chez les producteurs de broutard. En revanche, quand on remet des animaux dans des exploitations agricoles qui nécessitent le financement de l'animal maigre, comme on dit, pour aller l'engraisser, là, évidemment qu'il faut en face un contrat. Sinon, personne n'y va, et même le banquier à la rigueur. Juste en aparté, mais on développera, je pense qu'il y a un sujet de financement de la filière bovine et de ce financement de production de viande. Ensuite,
Donc Egalim, je l'ai dit, sur cette partie-là, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Bien entendu, il y a eu un effet pédagogique. L'effet vis-à-vis de la grande distribution, il est plutôt faible parce qu'en fait, on est plutôt avec un engagement d'abord de l'abatteur. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un gros engagement des abatteurs et après, c'est à l'abatteur d'aller se retourner vers la chaîne de distribution. Vous avez très peu de contrats tripartites où vous auriez des éleveurs, des abatteurs et des distributeurs. L'autre élément, c'est que les marques distributeurs, évidemment, prennent de plus en plus le pas, mais les marques aussi des industriels, on market beaucoup le produit, ce qui veut dire aussi que là, il y a un vrai sujet derrière. Où est-ce que se négocie le tarif? Et souvent, on est à peine dans les négociations commerciales, hein, et pour la viande bovine, ça représente peu de volume. On est sur des négociations à la cotation fixée chaque semaine. Au passage, un élément qui n'avance pas assez vite, c'est la cotation des bovins maigres. C'est-à-dire que pour transformer tous ces éléments-là et Egalim, entre autres, il faut qu'il y ait une cotation des bovins maigres qui est établie par France Agrimaire, qui soit rénovée. Et ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on le demande. Ça va pas assez vite. Voilà, je pense que là-dessus, je ne vais pas rentrer à la technique, hein, c'est juste ça. Enfin, deux choses. Les circuits alternatifs, je dirais que c'est le bio, la vente directe, tous ces éléments-là, on en a besoin. Ça fait partie de ces sujets, mais des abattoirs, il en ferme, des outils de transformation, il en ferme tous les mois. Donc je pense que là, la question qui va se poser, c'est comment on organise tout ça demain, parce qu'il y a sûrement de la place pour un volume dans ce domaine-là, mais on n'aura plus les outils et l'économie autour de ça est quand même très compliquée. Il faut trouver une économie équilibrée autour de ça. Et dernier élément, on est sur une évolution de la consommation extrêmement importante et pour laquelle Egalim et tout ce système-là doit prendre en compte le fait qu'on va beaucoup dans une consommation via la restauration, toutes les formes de restauration. Et là, on peut mettre la grande distribution en cause quelquefois, mais je peux dire que la négociation, quand il s'agit d'aller servir des chaînes de restaurants et sur le prix et sur l'origine des produits, il y a beaucoup à dire. Donc voilà, je pense que collectivement, il y a des choses qui, par le prisme politique, ont quand même fait avancer. Il y a encore beaucoup de travail et il y a du travail un peu réglementaire pour innover autour de ça. Et puis peut-être aussi regarder pour desserrer un peu les taux réglementaires. Mais si vous avez besoin, on pourra évoquer tout ça. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Thébault, vous prenez le relais. Merci. Donc, chaque filière a ses spécificités. Hein. La filière porcine, effectivement, elle est particulière parce qu'elle est sur un marché mondial. On doit exporter à peu près le quart de notre production en volume et on doit importer aussi. On ne produit pas assez de jambon. On est gros consommateurs de jambon blanc. Donc, on doit exporter ce qu'on ne consomme pas et on doit importer ce qu'on consomme en priorité. Donc, c'est pour ça qu'on est sensible au marché. On est 3e producteur en Europe. Avec de l'ordre de un peu plus de 20 millions de cochons par an. Et on souhaite se maintenir cet objectif parce que depuis 2 ans, on est juste en dessous de l'auto-approvisionnement. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, on produisait suffisamment en bilan pour ce qui est de la consommation. Et là, on est passé en dessous. On est à 98%. La consommation se maintient d'ailleurs en porc. Elle avait fléchi un petit peu très régulièrement avec une pente faible. Et là, elle repart un petit peu à la hausse. Ça, c'est pour les grands chiffres. Pour la production, la caractéristique, elle est organisée à 90%. Donc 90% des éleveurs sont adhérents de groupements ou de coopératives qui rassemblent et ensuite négocient avec leurs acheteurs, les abatteurs, abattage des coupes, transformateurs. Elle est très polarisée géographiquement dans le Grand Ouest. Ça, tout le monde le sait. Et par rapport à Egalim, donc votre questionnement initial, nous, en interprofession, lorsque Egalim 1 est paru, on a souhaité rester
sous Egalim, ne pas en sortir comme d'autres filières. Hein. C'est-à-dire qu'on tenait à ça, et nous, producteurs, représentants des producteurs de l'amont, comme M. Bernard vient de le dire, nous, on tient justement à cette philosophie de construction du prix en marche avant. Donc la prise en compte des coûts de production, ça nous parle. Alors là, je vais peut-être vous décevoir, parce que malheureusement, je n'ai pas une connaissance très fine de la réalité des contrats. J'ai connaissance d'un contrat qui va tripartite, donc en production, transformation, distribution, mais c'est une exception. Et sinon, on a une visibilité très partielle de la réalité d'Egalim. Les coopératives se sont mis en ligne, évidemment, avec Egalim, avec les effets similaires, comme on dit. En revanche, après, bon, on a des informations, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, avérées. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que dans des équations de contrat, il y a une pondération qui prenne en compte le coût de production. Le coût de production, il est calculé tous les mois et publié dans l'interprofession. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une pondération entre cet indice et puis le marché. Alors, le marché, il est caractérisé en port par un cadran qui a 2 cotations par semaine, le lundi et le jeudi, où se rencontrent l'offre et la demande. Hein, donc, c'est un marché au cadran classique, c'est original. Il n'y a pas énormément de volumes qui sont traités, malheureusement. On souhaiterait qu'il y en ait plus pour qu'ils soient plus représentatifs, mais n'empêche que ça reste la référence pour le prix de base. Et donc, le cadran, tous les lundis, tous les jeudis, on a l'évolution d'un prix de base. Et pour ce qui est de la conjoncture, malheureusement, je dois dire que le prix de base était assez élevé en 2023-2024 jusqu'à juillet 2025. Et là, on a complètement dégringolé. Hier, on a encore perdu 0,7 centimes. On est à 1,42. 1,42 € du kilo de prix de base. Donc là, on commence, alors par rapport au... Alors je vais peut-être anticiper sur d'autres questions, mais par rapport au coût de production, notre coût de production en porc, c'est essentiellement l'alimentation. 65-70%, c'est l'alimentation. Donc on est très, très sensible aux variations de prix de l'alimentation. Et c'est vrai qu'on a subi des prix de l'alimentation qui étaient très élevés, qui commencent à baisser. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, à 1,40 ou 1,42 au marché de prix de base, on perd de l'argent, en moyenne, hein. Donc, par rapport au coût de production. Le coût de production, il est de l'ordre de 1,65, 1,70. Vous voyez. Donc, alors, le prix de base 1,40, il y a toujours 15 centimes de plus-value pour traçabilité, pour etc., pour différents critères. Donc, on va dire que le prix payé, c'est 1,55. Donc, ça veut dire qu'il reste entre 15, 20 centimes de manque à gagner. Donc, ça devient peut-être tendu. Par contre, l'effet n'est pas le même selon qu'on est, ça c'est une évidence, jeune investisseur ou avec des bâtiments amortis. En port, c'est vrai que le coût du bâtiment, c'est énorme, c'est entre 2 et 3 millions, neuf. Donc ceux qui ont amorti, ils peuvent encaisser des baisses. Un jeune ou un récent investisseur, pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà un peu de manière très liminaire, quelques grandes lignes que je voulais partager avec vous. Merci monsieur. À vous, madame, pour la filière avicole. Voilà, donc pour la filière avicole, vous présentez la situation. La situation, elle est assez atypique par rapport à mes 2 autres collègues. Hein. On est sur une consommation en volaille qui augmente. Hein. On est clairement sur 1 point, 2 points par an, notamment en poulet, hein, qui est la grosse base de consommation. On importe depuis plusieurs années maintenant, et l'importation est à la hausse. Et aujourd'hui, on dit communément 1 poulet sur 2 est importé dans notre pays. Donc la situation est celle-ci. Quand on regarde en termes d'autosuffisance en volaille, aujourd'hui, en volaille de chair, on est à 75%. Quand on a été proche de 100%, donc on a perdu. Et en œuf, on est à 95%. Voilà. On a établi, dans le cadre de notre interprofession, un plan de filière ambitieux, parce que conscient de la situation et ayant la volonté de servir à la hauteur de ce que demande le consommateur et qualitativement la demande. Donc on a construit un plan ambitieux qu'on n'arrive pas à mettre en place, clairement. Voilà, on est contractualisé aujourd'hui en volaille à 99%. C'est le côté atypique de la production, et depuis longtemps, hein, puisque on travaille soit en coopérative, soit avec des industriels privés, mais à chaque fois il y a un contrat, ce qu'on appelle le contrat 3 points, qui prend en compte au final une marge poussin aliment,
Donc le contrat 3 points, en gros, c'est le prix de reprise, le prix du poussin et le prix de l'aliment. Et donc ça constitue une marge, ce qu'on appelle la marge poussin-aliment. Donc qui ne va pas assez loin à notre goût quand on est producteur, bien sûr, puisque je vais y revenir, elle ne prend pas en compte l'intégralité de nos coûts de production. Alors, quant à la première question que vous posez sur l'évolution du coût de production, oui, et vous l'avez sans doute entendu dans la presse, la revendication des producteurs est bien celle d'aller chercher aujourd'hui plus de marge parce qu'elle n'est pas suffisante. Pourquoi ? Parce que les coûts de production et notamment, alors donc je l'ai dit tout à l'heure, comme en porc, nous le coût de production il est composé à 65% de l'aliment, mais aujourd'hui la grosse part aussi de coût de production c'est quand même le bâtiment. Et le bâtiment, depuis la guerre en Ukraine, il a pris, comme toute construction, énormément de valeur. Et aujourd'hui, si on n'affecte pas à nos objectifs de marge un coût raisonnable au coût du bâtiment, on loupe quelque chose, clairement. Et on va le voir après, ce qui empêche aujourd'hui d'avoir des nouveaux projets. Il y a aussi la main-d'œuvre dans l'aviculture qu'il ne faut pas ignorer, puisque dans nos métiers, à des moments de l'élevage, on est obligé d'embaucher de la main-d'œuvre, et notamment sur les ramassages, les nettoyages de bâtiments. Et donc la main-d'œuvre pose aujourd'hui un vrai sujet. La loi Egalim. On est une des productions aussi à l'avoir intégrée le plus vite possible, qu'on ait pu, puisqu'on était contractualisé déjà. Donc on avait une partie du chemin qui était déjà faite entre nous. Donc la transparence, quelque part, elle existe. Et la loi Egalim, chez nous, elle s'est transformée par uniquement un indice qui s'appelle l'indice Itavi, qui prend en compte donc l'évolution des matières premières. Clairement, on vit avec aujourd'hui, mais on vit mal, très clairement. Pourquoi ? Parce que, indépendamment de tous les critères que je vous ai cités tout à l'heure, coût du bâtiment, main-d'œuvre, énergie, j'ai oublié l'énergie tout à l'heure, seul le coût des matières premières est pris en compte aujourd'hui pour envoyer un signe à la grande distribution qui, elle, par contre, l'applique à la lettre, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Enfin, je dirais que ça va plus vite quand les céréales baissent et quand elles montent, c'est très compliqué d'aller chercher la valeur. Mais bon, ils le font, mais avec de l'inertie très longue. Et aujourd'hui, clairement, on dénonce aujourd'hui le fait que on ne peut pas travailler durablement avec un indice unique qui est celui de l'aliment. Donc on cherche et on a fait des propositions dans le cadre de notre interprofession en vol avec la création d'une commission économique à l'intérieur où on essaye de proposer quelque chose autour de d'autres indicateurs. J'ai parlé de l'énergie tout à l'heure, qui est aussi une part importante, puisqu'on doit chauffer nos volailles, mais aussi le coût du bâtiment, je ne le redis pas, et puis la main-d'œuvre. La transparence. Alors, on peut dire d'un côté, par rapport à tout ce que je vous ai dit, que quelque part, il y en a. Mais en tous les cas, vu de la production, pas suffisamment au regard de ce que je viens d'évoquer et du manque d'indicateurs suffisants qui prend en compte le coût de production. Mais quand on voit dans les schémas qui nous ont été présentés dans le document annexe, on voit bien quand même que la marge de la grande distribution, elle est assez facile en volaille. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des produits essentiels, des produits demandés. Des produits comme les œufs, par exemple. Les œufs, c'est 26 jours de DLC. Donc, c'est assez facile de garder des œufs, voilà. Et mettre en rayon des œufs, il n'y a pas plus facile non plus. Donc, aujourd'hui, la marge, clairement, est sur un poulet, bon, à part la DLC qui est différente, mais on a quand même une facilité aux distributeurs à avoir des marges sur les productions volailles aviculture qui est importante. Les circuits alternatifs, alors, ils sont vraiment à la marge en volaille. Je vous ai dit 99% contractualisés, il y a 1%. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui le font et qui le font bien valorisent bien leur travail. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un marché qui est présent pour cette part de volaille fermière, communément appelée, qui fonctionne plutôt bien. Par contre, on a vu aussi des expériences, beaucoup d'expériences de gens qui avaient de l'ambition avec ces volailles fermières qui n'ont pas réussi.
Donc, parce que c'est vraiment quelque chose, quand on fait toute la chaîne de la production à l'abattage et à la transformation, c'est un vrai métier et il faut fidéliser le producteur. Donc voilà ce que je peux vous dire d'une façon générale, mais on pourra y revenir à vos questions. Merci beaucoup, madame. Merci. On va laisser maintenant la parole à madame la rapporteure. Merci. Alors moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser puisque cette commission d'enquête a justement pour objectif à la fois de répondre aux problèmes que vous venez d'exposer, tous les trois, qui est effectivement la faible rémunération des producteurs, mais en même temps des prix, somme toute, assez élevés pour les consommateurs en fin de chaîne. C'est donc bien que quelque part sur cette chaîne, il se passe quelque chose et c'est ça que nous aimerions éclaircir. Donc je vais vous demander aux uns et aux autres de revenir un peu sur la négociation des prix avec les enseignes de grande distribution ou les industriels. Je vous propose qu'on commence par les enseignes de grande distribution. Comme ça, on parle tous de la même chose et c'est plus clair aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc, il y a une partie de vos négociations qui sont des négociations directes avec les distributeurs. Comment se passe-t-elle ? Est-ce qu'il y a des distributeurs qui sont plus faciles, plus arrangeants que d'autres ? Est-ce que le niveau de négociation est difficile ? Est-ce qu'il y a des pressions ? Est-ce qu'il y a des marges arrière qui sont appliquées ? Les marges arrière, c'est-à-dire est-ce qu'on vous demande des choses particulières, de financer la publicité ou, je ne sais pas, des éléments de livraison ? Bref, comment se passent les négociations lorsque vous en avez avec les distributeurs qui pourraient amener à baisser votre rémunération, enfin la rémunération de vos membres, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez, je veux bien des détails sur ce point de négociation. Alors, je vous l'ai dit, sur la viande bovine, c'est vraiment pas le plus important. En revanche, il y a quand même 2-3 éléments. C'est-à-dire, vous avez des chaînes de distribution qui sont tenues par des indépendants, et du coup, il y a une discussion, je pense au rayon boucherie quand même, qui quelquefois est tenue. Et là, quand il y a une discussion avec des éleveurs, je dirais que la négociation prix, c'est un tout et elle se passe pas si mal que ça. Enfin, c'est pas là où il y a le plus de difficultés. On est plus dans... Enfin, moi, je connais des groupes d'éleveurs qui fournissent. Ça fait plusieurs années et on sent que ça a plutôt tendance à acheter un peu, entre guillemets, la paix sociale. C'est un mot un peu populiste, mais c'est un peu ça. Et que du coup, ces relations-là, c'est un investissement pour l'image du magasin. Et donc, il n'y a pas forcément la discussion prix se ferait au préalable. Et même si de temps en temps, il y a des animations demandées, des choses, mais je pense que c'est plutôt bien vu, même par les éleveurs, ils sont plutôt contents. Ça, c'est plutôt avec des indépendants. En plus, après, on a des chaînes où là, on est plutôt sur des demandes à des filières organisées de créer le produit. Et là, c'est toujours la même chose. C'est toujours le produit qu'on n'a pas, qu'il faut créer, parce qu'il faut sortir, faut se différencier. Je le dis même sans accuser. Et que du coup, on crée éventuellement ce produit-là, et puis vous changez le responsable des produits frais de l'enseigne, et puis vous oubliez le nouveau, il va imaginer quelque chose de nouveau. Je vais vous donner 2 exemples, comme ça, ça va être très transparent. Vous avez Lidl, qui était parti avec la tête de l'éleveur, même sur la barquette, et avec des éleveurs plutôt fiers, je pense, même presque, parce que c'était... Voilà, on a un vrai intérêt à savoir où vont nos produits. Je pense que ça, c'est général. Donc Lidl, et là d'un coup, depuis quelques temps, on voit que on va plutôt se fournir en Allemagne qu'en France, quoi. Et donc on a une partie des magasins qui aujourd'hui, et donc la pression, elle va venir comme ça. On n'arrête pas, mais on use les gens. Bon, c'est pas très fun, et surtout quand on s'engage derrière à vouloir essayer d'aller dans le rémunérascore, ça fait bizarre. Voilà. Deuxième chaîne de magasins, c'est Costco, que vous connaissez peut-être pas, mais une chaîne nord-américaine qui s'est installée dans la région parisienne et avec un autre, ils ont une envie de développement, et où là, très concrètement, il y avait une filière entière organisée depuis 7 ou 8 ans, je pense,
et qui était à destination avec label, enfin une exigence de produits qualitatifs un tout petit peu différente, mais avec sous certification. Donc quand on est en label, on a aussi les garanties pour l'éleveur de la rémunération de ces choses-là. Bon, bah là, ils sont passés sous pavillon viande espagnole, quoi. Voilà. Il y a de la viande de partout dans le monde, sauf de la française. Enfin, voilà. Donc c'est pour vous dire que, voilà, dans votre question, je pense que quand on est vraiment en direct, c'est comme quand on travaille avec un boucher. Quand on commence de travailler avec ces fameux intermédiaires, bah, vous dépendez de l'humeur ou des changements de personnes, souvent. Madame Le Balleur, sur l'aviculture, comment ça se passe? Vous travaillez en partie directement avec la grande distribution? Alors, Vos nos membres. industriels, parce que je représentant les producteurs, Les effectivement, nous directement, et tout le monde le sait, on a le droit de se parler, mais pas le droit de s'entendre. Mais comment dire, on arrive à parler. On arrive à parler, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, depuis qu'on a créé notre interprofession en vol, donc 5-6 ans maintenant, on arrive quand même à mieux se parler et on va dire, quand on sent les négociations qui sont en ce moment là, de novembre à février arriver, et on sent que c'est tendu, on s'oblige à plus se parler pour essayer d'apporter des éléments d'argument, alors qui vont servir sur la place de la négociation entre l'industriel et la grande distribution, mais au moins d'essayer d'apporter les éléments factuels qui sont nécessaires à une juste négociation, et ne pas s'en tenir seulement au seul critère de l'indice Itavi que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc notre commission éco prend toute sa force, et je sens qu'au fur et à mesure des années, là, d'ailleurs c'est même eux des fois qui nous sollicitent pour dire oh là on a besoin d'avoir des éléments. Alors des fois quand on leur apporte, et ça pour l'avoir vécu récemment, ils nous disent aussi non bah allez c'est bon, circule, il y a rien à voir, on va pas t'écouter parce que ça nous arrange pas. Mais voilà, donc il y a quand même un embryon de volonté d'avoir quand même connaissance de la construction du prix. Clairement, depuis mi-année 2025, côté amont, on a clairement affiché, nous, ce que l'on a besoin pour satisfaire ce plan ambitieux. Je rappelle, c'est quoi? C'est construire des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un besoin en aviculture et en œuf, vous savez pourquoi, c'est qu'on a, on a aujourd'hui des poules qui sont qu'en système alternatif, on n'a plus de poules en cage, donc on a forcément moins de poules au mètre carré, donc, il nous faut construire des bâtiments, et si on ne construit pas des bâtiments, on ne satisfera pas la consommation. Déjà, il en manque. Donc, il nous faut en volaille de chair, clairement, et on l'a affiché, 100 € du mètre carré. Alors pour atteindre ces 100 € du mètre carré, on est capable de dire, à partir d'aujourd'hui, la moyenne des éleveurs, aujourd'hui, on est à 80. Donc il manque 20 € du mètre carré. Il faut qu'on aille les chercher si on veut que les éleveurs gagnent leur vie et construisent des bâtiments. Donc clairement, on a affiché cette transparence, donc on y travaille. C'est un élément important quand même de la négociation. Les distributeurs avec qui on échange, je dirais, il y a deux groupes. Il y a le groupe des Lidl, des hard discounters, globalement, on peut les mettre dedans, avec qui ça se passe pas mal. On a, oui, paradoxalement, plutôt de bons échanges. Pourquoi? Parce que ils sont, quand la parole est donnée, on se tient un bon moment. Voilà, ils y reviennent pas. U serait un petit peu dans la même, le système U serait un petit peu dans la même tendance. Puis après, il y a l'autre groupe, alors je ne dirais pas qu'ils sont... Mais ils sont différents. Les groupes Leclerc, Carrefour, Auchan, je les mettrai encore à part. C'est quand même des gens qui sont particulièrement difficiles, où ils reviennent régulièrement, même en cours d'année. Et ça, c'est compliqué pour nous parce que, encore une fois, que ce soit pour un industriel ou pour un éleveur, c'est très compliqué de revenir, quoi. Voilà. Vous dire que dans la construction du prix, et ça aussi, c'est la particularité du monde avicole, c'est que nous, producteurs, on discute beaucoup avec nos entreprises, nos coopératives, et on construit le prix, le premier prix, on le construit là. Et il y a une forme d'engagement entre nous. Donc, il y a un contrat, et ça, c'est important parce que ça donne de la lisibilité.
même si elle n'est pas bonne aujourd'hui et qu'on en demande plus, mais ça donne de la lisibilité. Ça, c'est important. Parce que vous dites ils reviennent même en cours d'année, parce Oui. que vos prix sont négociés avec la date butoir, donc ils remettent en cause le contrat, les Oui. indices. Les indices, puisque D'accord. quand ça bouge... Parce ça que les remet en indices cause ne un sont peu. pas précisés dans le contrat. Les modalités d'application des indices. Alors, il y a aussi un autre phénomène sur lequel ils reviennent. Je m'excuse, je vous coupe. Oui, bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, et je l'ai dit tout à l'heure, en volaille, on est sur un comment on appelle ça, le taux d'approvisionnement à la grande distribution qui est mauvais. Donc, il y a énormément de pression aujourd'hui qui est mise sur les industriels parce que des fois, leur engagement n'est pas tenu, parce qu'on manque de marchandises. Donc, dans la construction d'un prix, et quand ils peuvent avoir moins cher ailleurs, eh bien, le jeu de l'offre et la demande, il joue pleinement. Donc, ils ont tendance à dire, attends, clairement, tu as manqué à ton engagement sur l'approvisionnement. C'est peut-être une clause, je la connais pas assez, et là je suis humble, hein, je vais pas jusque-là, mais c'est une clause sur laquelle ils peuvent revenir et qui en fait entamer de nouvelles négociations. Pénalités logistiques. Et des pénalités logistiques, exactement. Et donc aujourd'hui, on en est là. Et on a vécu une année 2025 très compliquée, et je pense que 2026 s'annonce très compliquée. Alors moi j'ai une question, peut-être avant de passer à Monsieur Thiebaut, j'ai une question pour qu'on puisse comprendre sur une boîte d'œufs, par exemple, qu'on va acheter en grande surface, je sais pas, à 3 euros. 3 euros les 6 quand on en trouve en ce moment, parce qu'il y a des on a un peu de pénurie. C'est quoi le niveau de marge? On est à quoi comme niveau de marge moyen? Vous avez une idée? Ce que je peux vous dire, c'est que le prix de l'œuf chez le producteur, quand on parle d'un œuf label, hein, Oui. rouge, c'est 25 centimes, quoi, La pièce. la pièce. D'accord. Ok. Donc Donc vous on est faites le plutôt. compte. Encore une fois, un œuf, c'est peu de transformation. Hein. Mais oui, c'est pour ça que je dis, on a Mettez-le dans rarement une des boîte. produits comme ça sur lesquels on peut voir la question de la marge. Un œuf standard alternatif simple, c'est 16 centimes, 25 centimes pour un label, quoi. D'accord, 25 centimes plus le prix de la boîte. Voilà. On voit bien qu'il y a bien une marge importante qui peut aller du simple au double. Et encore en une fait. fois, sur une flexibilité importante, c'est-à-dire, c'est important, hein, la DLC, ils peuvent jouer, enfin, je veux dire, ils peuvent stocker un peu, et sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller dans un magasin, vous n'en avez pas, ou souvent il en manque, donc, Oui. donc ça part très vite. Oui, mais normal. Alors, moi, ce qui m'étonne dans ce que vous me dites, c'est que normalement, l'offre et la demande devraient jouer en votre faveur, là, en ce moment. Oui, et elle ne joue pas. Et elles ne jouent pas en votre faveur. Donc, c'est Pourquoi? assez Parce qu'on est surprenant. bloqué par l'indice Itavi. C'est clair. Ouais, d'accord, Et ils se réfugient derrière ça. d'accord. Donc pour nous aujourd'hui, je le dis très clairement, l'indice Itavi, et on ne va pas condamner la loi Egalim parce que nous-mêmes producteurs, on en avait juste envie, quoi. Mais aujourd'hui, on sent qu'après quelques années d'avoir vécu avec, que Faut modifier les l'indice indices. Itavi est un élément bloquant pour la D'accord. production. Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. Monsieur Thiebaut, votre. Alors, pour ce qui est de la construction du prix, en porc, ce qu'il faut dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la caractéristique, c'est que les 3/4 de la production sont transformés en charcuterie. Donc, ce qui est important, j'ai parlé de la cotation du prix de la matière première, du porc sorti élevage, mais ensuite les cotations des pièces. Parce qu'en fait, pour faire de la charcuterie, c'est du réassemblage de pièces, de gras, de maigre, etc., qui viennent de France. Alors, c'est quelque chose que je voulais souligner aussi. Nous, on est très attachés à la formation du prix, en essayant d'avoir la plus juste répartition de la valeur, mais on est très attaché aussi à un autre phénomène, c'est le porc français. Donc, et particulièrement en charcuterie, où on peut réassembler des produits qui peuvent venir pas forcément de France, vous voyez. Et donc, on est très, comment dirais-je, dans les négociations, parce qu'on n'a pas de prise directe dans la négo avec les distributeurs, puisque ce sont les transformateurs, les charcutiers traiteurs. Bon, le premier commentaire que je ferai, c'est que, ayant travaillé un peu à l'étranger, puis en discutant avec mes collègues d'autres pays d'Europe, la négociation française est réputée comme très dure. Très, très dur. Beaucoup plus dur qu'ailleurs. Bon, c'est un constat. Je ne sais pas si c'est culturel, si c'est des habitudes qui ont été prises par les uns ou les autres. Enfin, on empêche qu'on le constate. Deuxième caractéristique, effectivement, c'est date butoir. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas directement partie prenante, mais on peut s'interroger sur l'intérêt d'avoir une date compte tenu des fluctuations de cours qu'il peut y avoir en cours de l'année, quoi. Donc,
certains opérateurs, enfin des partenaires de notre filière, nous disent que ce serait peut-être plus favorable d'avoir quelque chose d'un peu plus souple, quoi. À tel point qu'on a rencontré récemment, alors dans la transformation charcutière, on a aussi toute une panoplie d'entreprises. On a de la petite PME historique, bon, qui a un produit de terroir, qui valorise bien son produit, jusqu'à des grands groupes charcutiers, français ou à capitaux étrangers, espagnols ou mexicains en l'occurrence. Et donc on les a rencontrés, on en a rencontré cet été, là, à leur demande. Ils nous ont dit que voilà, depuis le mois de juin, ils étaient questionnés, mis en demeure par des centrales d'achat de grande surface, donc centrales d'achat extra hors France, hein, donc ils ont des centrales européenne. Pays-Bas, Belgique, Suisse, et en exigeant des reprises et des baisses de prix. Donc la butoir de février. C'est quel type d'entreprise, puisque vous évoquez ça? C'est des petits, c'est pas des gros? Non, là c'est plutôt des gros. C'est plutôt des gros. D'accord. Dire, c'est quoi des gros pour vous? Bah, je ne sais pas si je peux citer des marques. Bon. Oui, bien sûr. Si. Oui. Les gros, c'est Fleury-Michon, Erta, Aoste. Voilà, ça fait partie des gros faiseurs. D'accord, ok. Voilà. Donc je ne dirais pas lesquels on l'a rencontré, mais voilà, ils nous ont fait part et c'était corroboré par d'autres. L'injonction de distributeurs au mois de juin, de travailler. On renégocie. D'accord. Et c'est moins 10. D'accord. Voilà. Et de travailler avec les centrales européennes. De renégocier, de travailler avec les centrales européennes. Donc, bon, ça, c'est un peu compliqué. Alors, j'avais aussi, il y a quelques années, mais je vous le transmettrai dans la contribution écrite, parce que là, j'avoue que je n'ai pas trop eu le temps, compte tenu des délais. J'avais réalisé, à partir des données de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, c'était en 2022, un peu l'historique de l'évolution des indices pour les différents maillons de la filière, depuis l'indice coût de production, enfin coût du port, coût de la matière première, puis ensuite les indices des marges de l'abattage des coupes, de la transformation et de la GMS. Effectivement, on voyait à l'époque, c'était très net, la machine à cash, entre guillemets, des grandes surfaces. C'est-à-dire que leur marge, comme elle se faisait sur le produit qui arrivait du dernier fournisseur, eh ben, ils remargeaient dessus et du coup, on avait une marge qui augmentait proportionnellement en permanence, quoi, pour le dernier maillon qui est la distribution. Donc, ça nous avait un peu surpris, on avait un peu communiqué là-dessus, quoi. Alors depuis, à France Agrimaire, ils ont rebasé leurs données. On n'a pas tout à fait les mêmes tendances. Mais bon, c'était pour le dire, quoi. La charcuterie, comme les produits, je crois, de notoriété publique, que la charcuterie et les produits laitiers, certains produits laitiers sont un peu étaient ou sont encore peut-être la machine à cash des GMS, quoi. Alors sur les circuits alternatifs, on arrive à mieux valoriser, mais en volume, c'est très marginal, on va dire. Je parlais tout à l'heure des petits salaisonniers qui arrivent à bien valoriser, mais en volume, grosso modo, c'est pas très important. Sur le bio, juste une petite incidente sur le bio, parce que c'était un phénomène quand même important. Moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'avais dans mon conseil d'administration un éleveur de porc bio. Il n'a pas tenu en 2022. Du jour au lendemain, donc son client lui a dit, écoute, tu les gardes ou j'achète au prix du conventionnel. Et donc, il a dû fermer son élevage, quoi. Donc, très bien. Et ce, par la pression de l'acheteur. Là, il y avait le phénomène d'inflation qui avait explosé. Sûr, je vois bien. Et donc, voilà. Si malheureusement, on a beaucoup d'éleveurs de porc bio qui ont dû arrêter, quoi. Oui, je sais bien. Si je peux me permettre de revenir sur le rayon charcuterie, si vous voulez bien, puisqu'on sait, vous l'avez dit, que le rayon charcuterie, et ça nous a déjà été dit dans d'autres tables rondes, est le rayon qui sert en fait à équilibrer des marges nulles sur d'autres produits qui sont des produits de marque, des produits leaders, etc. Que ce soit le rayon charcuterie ou le rayon fruits et légumes, c'est là où les marges sont un peu plus importantes, peut-être le rayon fromage aussi, où les marges sont nettement plus importantes pour les distributeurs et que ça leur permet ainsi d'avoir leur propre équilibre. Est-ce que vous avez des exemples de prix de matières premières et de prix vendus au kilo qui nous donnent une idée de cette marge? C'est quoi la marge? C'est 100% dans ce cas-là? Sur de la charcuterie, c'est Non. Enfin, la charcuterie, alors, ça varie beaucoup parce que les cours varient, le cours des pièces varie, mais c'est peut-être 25-30%. La dernière marge, vous voulez dire la marge distributeur? Oui, la marge distributeur. Oui. Moi, je pense que c'est de l'ordre de 25-30%. Ce qui est D'accord. énorme. Très bien. Oui, dans les autres maillons antérieurs, quand on remonte la chaîne, il y a le maillon production, mise en marché,
premier maillon, c'est l'abattage des coupes. L'abattage des coupes, ils ont du produit, ils découpent, enfin, c'est une prestation, quoi. Donc, ils ont une marge qui est relativement stable, qui évolue en fonction des coûts de main-d'œuvre, des coûts d'énergie qui peuvent fluctuer. On l'a vu en 2022-2023, où il y a eu un impact énorme. Et ensuite, on a le maillon de salaisonnerie, de transformation. Alors, eux, ils sont très sensibles à certains coûts, notamment l'énergie. Et c'est vrai que la FICT a fait des rapports, enfin, nous a rapporté plutôt des données de la Banque de France qui disaient qu'il y avait énormément d'entreprises de salaisonnerie qui ont été en difficulté sévère, voire très sévère, en 2023-2024, parce que c'était eux qui étaient pris en étau entre un prix de la matière première qui était élevé, alors, tant mieux pour nous, mais bon, tant pis pour eux, enfin, c'est vrai que... Et des prix et des exigences de prix de leurs clients, distributeurs, toujours très serrés. Et donc, certains ont été pris en étau. Et il y a eu, malheureusement, des faillites. Des faillites récemment, un relativement petit salaisonnier, mais très ancien, de plus de 200 ans d'existence, je crois, dans Occitanie, qui a fermé, malheureusement. Donc, alors les grands groupes qui sont internationaux, ils arrivent un peu à amortir les choses, mais les petits transformateurs salaisonniers peuvent être beaucoup plus fragiles, quoi. On l'a vu avec l'inflation sur le prix de l'énergie, quoi. Ça s'est un peu calmé. Et puis le prix du porc a baissé, donc maintenant ils retrouvent un peu leur marge, quoi. Mais ils ont une marge qui est beaucoup plus fluctuante que pour la GMS, ouais. Ça c'est clair. On est là, et après, il y a la GMS. C'est les trois maillons de la chaîne. On est d'accord. Bon, il y en a 4, en fait. Il y a le groupement, enfin l'éleveur et son producteur. groupement, l'abattage des coupes, la transformation et la distribution. D'accord. Et là, le produit final par rapport à la matière première, vous avez une idée? Oui, chacun ensuite apporte sa valeur, mais pour dire, là, je vais prendre le prix moyen, par exemple, en 2025, ça a baissé à partir de juillet, on va dire à 1,80 €, vendu élevage, hein, donc 1,80 €. Pour faire de la charcuterie, les entrées de gamme, alors c'est très variable, mais les entrées de gamme, ça peut aller de 10, 12 € du jambon ou de l'épaule jusqu'à 25, quoi. Donc c'est facteur 10 à 20. Facteur 10 à 20. Mais bon, il y a tous ces opérateurs. Oui, qui bien doivent sûr, faire il y a de la leur transformation, tout à fait. Très bien. J'ai une question pour vous trois. C'est la place qu'occupe la question sanitaire dans vos négociations. Est-ce qu'elle occupe une place? Et si oui, comment est-elle importante? Enfin, est-elle importante? Alors, la question sanitaire de l'amont, non, zéro. Voilà, c'est-à-dire les problèmes d'épisodie, d'épidémie, il n'y a pas de... Non. Et je pense que au niveau de l'interprofession ou au niveau des assises du sanitaire, par exemple, les représentants, en tout cas, des fédérations de la distribution s'opposeront toujours à ce qui est une prise en compte de ces éléments-là, je crois. Enfin, voilà. En revanche, quand il s'agit du sanitaire, du côté, par exemple, pour le coup, dans le steak haché, par exemple, on voit bien que le sanitaire est prépondérant. C'est-à-dire qu'on a la qualité la meilleure du monde, on a le steak haché le plus sûr du monde, même si de temps en temps il peut y avoir... Mais voilà. Et ça, c'est reconnu par la grande distribution, la restauration, les marques de restauration. Voilà. Mais on est sur leur intérêt propre, quoi. C'est tout. L'intérêt sanitaire pour les producteurs, il n'est pas pris en compte. Je crois pas. D'accord. Madame Le Balleur. Exactement la même approche avec... on le vit en ce moment. Hein. En gros, le sanitaire, c'est le problème de l'amont, hein, c'est pas leur problème. Par contre, quand il manque, parce que en 2023, on a eu de gros manques suite à l'influenza aviaire en Vendée, là, ils sont d'une intransigeance incroyable, quoi. Et ils ne comprennent même pas pourquoi, effectivement, et là, on se voit appliquer les taux de pénalité de non-fourniture, quoi. Donc là, on a des gens en face de nous qui, effectivement, abusent
Moi, je le dis clairement, je abuse quand même parce que la profession fait vraiment tout ce qu'elle peut et ce qui nous tombe dessus, on le demande pas. Et par ailleurs, sur la qualité de nos produits, ils sont exigeants. Alors, ils ont le devoir d'être exigeants et c'est normal. J'espère juste qu'ils sont aussi exigeants avec ce qu'ils appellent pour combler leurs rayons qui nous vient de l'extérieur. Merci. Enseigne-Isère, peut-être deux mots. Alors, c'est pas un argument de vente, mais ça peut être quand même un élément au moins de communication. C'est-à-dire qu'on a fait de gros efforts à l'amont pour diminuer l'usage d'antibiotiques. En 10 ans, on a pratiquement diminué de 50% la distribution d'antibiotiques. Donc, c'est quand même important parce que ça révèle une qualité sanitaire du bâtiment d'élevage qui est bonne, quoi, tout simplement. Après, pour ce qui est du sanitaire en général, on est confronté. Bon, il y a la maladie qui nous menace beaucoup. Là, c'est la fièvre porcine africaine, bon, qui est présente en Allemagne, en Italie et depuis novembre en Espagne. Donc, on est un peu cerné. Pour l'instant, je touche du bois, on l'a pas en France. Mais en tout cas, ce qu'on promeut, nous, c'est la mise en biosécurité des élevages. Donc il y a encore un peu de travail à faire. On a fait beaucoup de travail. Il y a des audits qui ont été faits, mais il en reste encore à faire, notamment chez les éleveurs un peu indépendants qui sont pas dans des circuits de regroupement, etc. Mais ça, c'est un vrai enjeu sanitaire. Alors ça sort un peu du champ peut-être de périmètre de votre commission d'enquête, mais c'est majeur parce que on a vu la fièvre porcine africaine en Espagne, donc dans des sangliers, hein, pas dans des élevages, c'est uniquement des sangliers. En novembre, le prix du porc en Espagne a chuté automatiquement, enfin immédiatement, et il est rendu à 1 euro aujourd'hui en Espagne. Donc ça pèse aussi sur les prix et les marchés européens, enfin, fatalement, parce que ils se sont vus d'un jour à l'autre fermer des marchés d'export, ils exportent énormément. Du coup, les volumes sont revenus sur le marché intérieur européen, et donc apportent une tension sur les prix sur toutes les places européennes, quoi. Donc on est interdépendants quand même là-dessus. Voilà. Et je vais vous poser une dernière question, après je laisse la parole à nos collègues sénateurs et sénatrices, puisque vous parliez effectivement d'Europe et d'importation. J'aimerais que vous nous rappeliez la spécificité des normes d'étiquetage relatives à l'origine de la viande. Donc ça, c'est pour pour les trois, en fait, vraiment sur la question de l'origine, et nous dire s'il y a certains industriels ou distributeurs qui contournent ces normes d'étiquetage, qui les utilisent mal, qui les évitent, enfin, les pratiques que vous constatez, vous, de votre place de fédération. Je ne sais pas si ma question était claire. C'était clair. Si, oui. Très clair. Si. Alors, on décide qu'il y a le droit à l'erreur pour les agriculteurs. On dit qu'il y a le droit à l'erreur pour l'étiquetage dans les magasins. Je le dis avec un peu sous sens de boutade, mais vendredi dernier, j'ai des collègues qui sont allés faire un tour dans un magasin. Il n'y avait rien d'étiqueté. Enfin voilà, il n'y avait pas l'origine de mise. Bon, c'est très rare quand même. Je pense qu'en viande bovine, en tout cas, dans la grande distribution, c'est plutôt un effet plutôt positif pour eux de mettre le logo VBF. Et même quand ils font les publicités, soit dans la presse, soit voilà, ils le mettent. Et je pense que là-dessus, ça doit pouvoir aller. Comme toujours, hein, dès qu'on commence dans des produits transformés, là, ça devient beaucoup plus aléatoire. Et moi, je pense qu'on est plus, par exemple, encore une fois, dans des chaînes de restauration qui font croire que. Voilà. On est vraiment voilà. Et moi je vais vous dire par exemple McDo, parce que quand le week-end je discute avec les jeunes ou tout ça, quand je leur explique que McDo est à 50% viande importée, tout le monde me dit mais McDo ils font de la pub sur le français. Ben non, la viande bovine, et ils sont transparents quand on les rencontre, hein. Ils nous le cachent pas, c'est pas voilà, mais n'empêche que le consommateur, il a l'impression de manger français quand il va chez McDo, quoi. Et chez Burger King, ils ont commencé avec 0 français. Bon, aujourd'hui, ils sont un peu mieux, mais voilà.
et ils ont leurs propres raisons, hein, je ne dis pas. Mais en fait, il n'y a pas de détournement. Enfin, votre question, c'était de dire est-ce qu'ils détournent la loi par l'affichage? Je ne pense pas vraiment. Par contre, dans le mode de communication qu'ils ont, ils font style, quoi. C'est Voilà. du marketing. C'est du marketing. Très bien. Et voilà. Et ça, c'est des fois plus grave. Merci. Concernant la volaille, l'étiquetage d'origine est acquis et c'est quelque chose qui, pareil, je crois, qui est respecté. Les choses sont clairement dites et identifiées. Là où le bas blesse, c'est que dans la conjoncture où on est, où on manque, et maintenant, effectivement, on voit arriver largement à la fois de la viande européenne, mais pour arranger les choses et qu'elles soient un peu plus présentables. Alors, pas trop en grande distribution. En grande distribution, ça reste sur du produit frais, y compris sur du produit transformé, assez bien clair, parce qu'ils en ont aucun intérêt. Par contre, dès qu'on a affaire à la restauration hors domicile, les grandes collectivités et la restauration commerciale, là, on voit quand même des problèmes. On a aussi découvert très récemment sur des chaînes de distribution à la restauration, mais ils le cachent plus, hein, parce qu'ils ont tellement besoin de marchandises qu'aujourd'hui, c'est clairement affiché. Donc, il arrivera ce qu'arrivera. Mais alors, est-ce qu'on s'habituera? On n'a pas envie. Mais aujourd'hui, oui, mais ils jouent pas avec. Non, je crois pas. Merci. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, nous, on soutient Mordicus et on s'arc-boute. Au niveau interprofessionnel, ils jouent le jeu globalement sur le port français, le fameux logo le port français. Et je dois dire qu'il y a un peu, schématiquement, hein, avec les distributeurs, les marques distributeurs respectent. On a le port français dans les marques distributeurs. C'est pas faute aussi d'avoir, depuis plusieurs années, fait des descentes pour vérifier. Bon, donc là, maintenant, tout le monde est à peu près d'équerre. Sur les grandes marques, là, il y a un peu plus de variété. Il y a du port français, mais il y a aussi du port UE, origine UE, avec transformé en France, un petit drapeau transformé en France. Bon, voilà, donc c'est pas vraiment trompé, parce que le consommateur, enfin moi, quand je fais mes courses, je regarde. Bon, j'achète du port français, bien sûr, mais je regarde aussi. Bon, s'il est transformé en France, bon, dont acte. Hein. De toute façon, du jambon, comme je le disais tout à l'heure, du jambon, on n'en produit pas assez, donc on est obligé d'en avoir à apporter. Mais il y a cette distinction. Marque distributeur, on a du port français quand même très, très majoritairement. Grande marque, là, c'est plus varié, quoi. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, messieurs. Alors, chers collègues, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Bélim, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, Madame, Messieurs les intervenants. En tant que sénatrice de La Réunion, je vais centrer un peu mon intervention sur la question ultramarine, je l'avoue, parce que c'est des situations qu'on ne peut pas aborder en pensant à une simple déclinaison hexagonale, finalement. Et il est vrai que les filières bovines, porcines et avicoles ultramarines évoluent dans des contextes qui sont extrêmement contraints. Donc, je ne vais pas m'étaler, mais vous le connaissez, il y a l'éloignement, l'insularité, la dépendance au niveau de l'importation pour l'alimentation animale, le coût du fret, l'énergie, les normes européennes identiques, les marchés plus petits et finalement la distribution qui est fortement concentrée. Je dirais que premièrement, je souhaiterais avoir une question un peu centrale sur la répartition de la valeur. Je dirais, disposez-vous aujourd'hui de données spécifiques aux DROM, et notamment la Réunion, sur la répartition de marge au sein de vos filières, ou faut-il constater malheureusement l'existence d'un véritable angle mort statistique concernant les Outre-mer? Lorsque ces données existent, quelle est la part réelle finalement du prix final payé par le consommateur ultramarin qui reviendrait au producteur, et comment on peut comparer cela à ce qui se passe ici en Hexagone? Sur le pouvoir de négociation, je vous ai entendu et je me demande, compte tenu de la petite taille des marchés ultramarins et de la forte concentration de la distribution, les producteurs disposent-ils finalement d'un réel pouvoir de négociation sur les prix? Est-ce qu'ils vous en parlent? Et cette contractualisation qui est prévue par les lois Egalim, finalement, est-ce qu'elle fonctionne concrètement dans nos territoires? Troisièmement, sur la concurrence des importations, je vais venir sur un sujet qui dérange énormément, ce sont les fameux produits de dégagement que nous avons à La Réunion. Ces volailles, c'est très souvent des volailles qui nous proviennent de pays hors Union européenne, donc traçabilité pas nette,
Valeur nutritive, pas nette non plus. Enfin, on connaît ces produits de dégagement. Quel est le comportement qu'on devrait avoir face à ces produits de dégagement qui sont essentiellement écoulés dans nos territoires? Quatrièmement, sur les marges de la grande distribution, avez-vous observé des différences de marges pratiquées par la grande distribution en Outre-mer par rapport à ce qui est pratiqué ici en Hexagone? Et est-ce qu'on peut parler de surmarge ultramarine? Et enfin, sur le rôle de l'État, qu'attendez-vous concrètement de l'État pour mieux protéger les producteurs ultramarins? Faut-il, selon vous, un cadre spécifique pour les Outre-mer, distinct du droit commun ici, enfin, du droit commun hexagonal, excusez-moi de le dire comme ça. Et je tenais en tout cas à vous remercier par avance pour les réponses que vous nous apporterez, car elles nous seront essentielles afin de formuler des recommandations crédibles, notamment pour nos territoires. Merci. Alors, on va prendre les questions. Il y a 4 questions au total, enfin 4 intervenants. On va prendre deux, si vous le voulez bien. Evelyne Renaud-Carabédian. Une sur les comparaisons européennes et une sur la différenciation. Lorsque l'on compare la situation française avec celle de nos pays européens, Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, on constate que les marges et les revenus des producteurs agricoles ne sont pas nécessairement plus élevés qu'en France. Mais pourtant, ils sont en revanche plus stables, plus prévisibles dans le temps, du fait des structures de filières qui sont plus intégrées ou plus contractuelles. Les travaux de l'Observatoire des prix et des marges mettent en évidence une forte volatilité des marges en France, à l'amont, où les producteurs observent plus fréquemment les chocs économiques. Pouvez-vous nous dire ce que l'on pourrait tirer des modèles étrangers européens pour sécuriser économiquement la rémunération de nos producteurs ? Concernant la différenciation, je ne connais pas particulièrement la matière, mais moi je me pose une question qui est essentielle. Normalement, dans vos filières bovines, avicoles et porcines, la différenciation des produits, qu'il s'agit d'un produit avec un label de qualité, l'origine, des signes distinctifs, des modes de production particuliers, normalement c'est présenté comme étant des leviers de création de valeur qui sont susceptibles d'améliorer la rémunération des producteurs. Or, sur le terrain, ces producteurs, cela doit s'accompagner obligatoirement de dépenses beaucoup plus importantes, d'investissements plus importants, des contraintes accrues, sans que les producteurs n'en perçoivent obligatoirement une amélioration durable de leur marge. Alors moi, je me pose une question qui est peut-être totalement absurde. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, en fonction de l'organisation qui est actuelle, celle des filières, on n'arrive pas à retenir cette différenciation produit pour qu'elle bénéficie systématiquement aux producteurs? Merci de vos réponses. Alors, vous avez la parole, madame, messieurs. Qui veut peut-être commencer? Monsieur Bernard, allez-y. Par rapport au territoire ultramarin, une chose peut-être dans le contexte, et pour aller un peu dans votre sens, où on n'a pas forcément toutes les données, mais pourquoi on avait choisi, enfin je dis on, je n'ai pas participé, mais on a choisi une vache égérie au salon de l'agriculture issue des territoires ultramarins? C'était pour mettre en évidence l'agriculture de ces régions-là. Donc il se passe ce qui se passe, voilà, au niveau sanitaire, au niveau politique. Hein, je pense qu'il y a une certaine forme de récupération et où on fait un amalgame. Un mot autour de ça, c'est qu'en fait, non seulement en viande bovine, on a des races et un modèle d'élevage typique presque dans chaque région française, et donc on a un modèle d'élevage typique, et vous avez des races, et quand on voit les races, la fameuse égérie, elle a pas de comparaison avec chez nous, seulement elle est élevée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que contrairement à la rumeur et aux fake news, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'activateur de croissance, et voilà, donc ça veut dire que, par contre, elle a un élément important, c'est qu'elle est adaptée au climat et elle est adaptée à l'environnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il faut effectivement, en viande bovine, un modèle agricole qui soit adapté à la fois en nourriture. Elle mange des bananes, cette vache. Elle mange beaucoup de bananes. Donc c'est bien chez nous, elle va pas manger. Enfin, chez nous, voilà. Donc je suis désolé, c'est pas tout à fait la réponse, mais c'est pour dire que voilà, il est clair qu'en termes d'élevage, dans notre type d'élevage, en bovin viande, et ce pourquoi on s'oppose à l'accord du Mercosur, pourquoi on dit qu'à un moment donné, on a un modèle d'élevage très particulier, c'en est un exemple.
Et c'est important de le rappeler. Après, quand on utilise ces mêmes races au Brésil et qu'on met des activateurs de croissance jusqu'au dernier jour de vie de l'animal, ce n'est pas la même chose. Voilà, je précise ça pour dire que, évidemment, qu'il faut étudier et approfondir ces choses-là. Il n'y a pas énormément de différence dans la façon d'élever. Voilà, moi j'ai reçu des gens de La Réunion, des gens de Mayotte, des gens chez moi. Voilà, les éleveurs, on se comprenait assez vite, il n'y a pas de problème. Mais il faut y mettre des éléments. Juste un élément dans ces coûts de production, et il a été évoqué le fait que quand on est trop dans le modèle du coût de l'aliment, le gros avantage en viande bovine, c'est que dans les coûts de production, le calcul des coûts de production, on a pris un ensemble, parce que dans le modèle d'élevage dans lequel on est, l'aliment acheté représente une infime partie. Donc c'est vraiment la vie de l'exploitation. Donc c'est voilà. Donc je suis désolé, mais voilà, je peux répondre que comme ça. Pour la partie comme en comparaison avec les autres modèles européens. Alors, il y a deux choses différentes. Il n'y a pas la même forme de distribution. On est le modèle où la grande distribution est omniprésente, alors qu'ailleurs en Europe, on n'est pas tout à fait dans les mêmes formes de distribution. Et donc, il y a un sujet de répartition et de rapport de force. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai rapport de force. Peut-être que l'amont mériterait d'être plus fort, mais l'aval est de toute façon tellement costaud qu'il fait plier n'importe lequel. Deuxième élément, il y a quand même une différence de type de consommation, et donc on consomme les pièces nobles aussi des pays voisins. Voilà. Et notamment en restauration, pas tant en grande distribution, mais on importe beaucoup de bavettes, d'onglets, et qui de toute façon sinon sont mis dans le steak haché pour les autres pays. Donc quand vous valorisez à X euros de plus le kilo un certain nombre de produits, vous les envoyez en France, et du coup vous pouvez vous permettre de baisser le prix intérieur quand vous avez fait de la valeur avec ce que vous exportez. Donc ça c'est voilà. Et dernier élément sur la différenciation. Et là, en bovin viande, en tout cas, il y a une situation particulière, c'est que quand on est dans un modèle labellisable, AOP, IGP, je ne sais quoi, on a d'abord un modèle d'élevage, nous, qui fait que on ne peut pas produire tout pour faire du label. C'est très contraignant, c'est-à-dire qu'on labellise notre élevage, on met en bio notre élevage. En revanche, vous avez toujours des animaux qui ne passeront jamais en label. Mais il n'y a pas que le problème de la distribution, c'est qu'on a des critères. Enfin, moi, j'ai 100 vaches, j'ai des mâles, j'ai des femelles. Les mâles en charolais, ils ne passeront pas en label. Et moi, je vends quelques bêtes en label. Donc, c'est relativement complexe. Alors que quand on est j'ai un voisin qui fait du cochon en label rouge, il est à 90% de valorisation en label. C'est différent, quoi. Et nous, c'est ça qui est complexe. Peut-être un élément à votre réflexion, quand on est dans un élevage certifié label, mais que le produit ne passe pas en label, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas, dans le cadre de ce besoin de monter en gamme, de segmentation, passer ces produits-là dans les PAT, dans la restauration, parce qu'en réalité, c'est sûrement un peu trop technique, mais moi, 100% de mes animaux, ils sont labellisables, mais je n'ai que les génisses de je sais pas quoi. Les vaches de plus de tel âge, elles ne peuvent pas y aller. Mais elles ont toutes été nourries depuis leur naissance en modèle label. Et là, c'est différent dans la viande bovine du reste, mais c'est un peu compliqué, mais c'est l'esprit dont je veux parler. Réponse, madame, monsieur. Alors sur la partie ultramarine, je suis désolée, mais je connais pas bien comment ça fonctionne là-bas. Mais par contre, quand vous évoquez les produits de dégagement qui vous arrivent, notamment en volaille, malheureusement, ils doivent être de plus en plus importants. Parce qu'on doit être en incapacité, y compris de fournir ces régions-là. Bien évidemment, je vais rien vous apprendre, mais aujourd'hui, ces produits de dégagement ne répondent pas à nos normes demandées par nos cahiers des charges français et nos exigences françaises, c'est clair.
je veux dire, on a les débats du Mercosur en ce moment et on sait très bien qu'il en arrive déjà, hein, de toute façon. Et là, il faut qu'on soit vigilant. Et qu'est-ce qu'on doit demander à l'État par rapport à ça? Mais je crois que la demande de la profession, elle est claire. C'est qu'on ait plus de contrôle, qu'on soit en capacité de mener ces contrôles jusqu'au bout et qu'on dénonce les choses. Parce qu'à un moment, si on perd la bataille du Mercosur d'un côté, et qui sont les produits de dégagement pour nous, hein, qui vont chercher pour combler un manque, soyons exigeants jusqu'au bout et sur les mêmes critères que les nôtres. Donc là-dessus, il faut être... voilà, on est en attente là d'une réponse claire de l'État à ces choses-là, parce que ça serait trop grave de laisser faire. Et puis, effectivement, essayons peut-être aussi d'adapter la production, mais encore une fois, je ne la connais pas assez. Sur les modèles français européens. En volaille, c'est assez particulier parce qu'effectivement, je l'ai dit au début, la France a vraiment un système atypique, hein, de contractualisation de production. Si vous regardez la Pologne, qui est notre compétiteur avec les modèles français, la Pologne est indexée à un cadran, une forme de cadran qui ressemble à celui du porc d'ailleurs, pour la volaille. Et donc les modèles sont complètement différents, puisque les modèles français sont familiaux, et vous voyez derrière ce que je mets, et les modèles polonais sont industrialisés. Ils sont passés du poulailler de 10 poules au méga poulailler. Pour y avoir été récemment, la petite ferme, elle fait 10 000 m² aujourd'hui. Donc il n'y a plus rien à voir. Et aujourd'hui, derrière l'acte de production, on n'a plus beaucoup d'agriculteurs comme on l'entend en France. Donc les à-coups du marché, ils se les prennent parce qu'ils sont très malheureux à des moments. Et voilà. Et puis vous avez les Belges aussi. Alors les Belges, c'est complètement autre chose. Eux, ils ont un cours aussi, le cours du Dens, qui aujourd'hui nous fait rêver. Parce qu'il est, par exemple, à 1 350 € la tonne de poulet. Aujourd'hui, nous, on est à 1 200. Donc, vous voyez bien, ce qui nous manque aujourd'hui, on l'aurait chez eux. Mais ils ont été très longtemps, mais très, très longtemps en dessous de nous. Et l'aviculture a quasiment disparu ou presque disparu là-bas en tant que production. Donc, on voit bien que là, on est des compétiteurs, mais pas sur des mêmes modèles de production. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la segmentation de production et sur la partie qualitative de la production. La volaille a fait un travail depuis très très longtemps de différenciation, de segmentation, hein. C'est très clair chez nous. Et aujourd'hui, ça bouge quasiment plus, hein. Bio, 8% de consommation. Label, on arrive à 17-18%. Et puis le reste, c'est du standard. Et sur la valorisation de nos labels aujourd'hui, on sait, dans les derniers travaux de l'interprofession, on a travaillé sur une frise d'indexation justement à partir d'une base 100 basée sur le modèle standard et de regarder si la grande distribution respectait ça en termes d'achat. Et on s'aperçoit que c'est plutôt bien tenu et que globalement, allez, pour être clair, un éleveur qui investit dans une production label ou bio aujourd'hui, il est récompensé de son investissement et du travail supplémentaire. Voilà, maintenant, ça se joue sur les volumes après, hein. Et quand ils en ont plus besoin, qu'ils en ont trop, malheureusement, ils déclassent. Et ça, c'est dévalorisant pour le producteur. Et c'est arrivé aussi bien en œuf qu'en volaille de chair, hein, ou comme en porc, on l'a dit tout à l'heure, ton lot, il n'arrive plus à passer en label ou en bio, on le déclasse au prix du standard. Donc ça, c'est très grave. Merci, madame. Je vais vous demander d'être un petit peu plus concis parce qu'il y a encore des questions. Merci. D'accord. Très rapidement, sur les territoires ultramarins, je manque de données en fait. Moi, j'ai eu des contacts, je crois que vous êtes de La Réunion. C'est le seul, à ma connaissance, le seul territoire où il y a une vraie filière qui est structurée, mais j'ai peu d'éléments. Par contre, je suis assez choqué de ce que vous avez dit sur le dégagement. Oui, ça, c'est quand même très choquant. À propos de dégagement, alors c'est pas vraiment du dégagement, mais en ce moment, quand on fait des courses, on a des promotions de foires au port. Alors, c'est pas du dégagement, un peu quand même. C'est-à-dire qu'on veut, après les fêtes où il y a eu une baisse de consommation, on veut relancer. Donc, alors ça, on surveille un peu parce que ça nous gratte un peu quand on voit des côtes de porc à 2 € le kilo, quoi. Mais bon, alors, j'en ai pas vu encore cette année. Mais bon, c'est un peu un passage obligé, malheureusement. Donc, on va oublier. Après, pour les comparaisons européennes, bon, le leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Espagne. C'est un modèle complètement différent parce que l'essentiel de la production est intégré
intégré. Il y a eu une intégration horizontale au départ avec des éleveurs qui sont agrandis et qui ont commencé à monter en vertical. Donc c'est un modèle qu'on n'a pas et que pour l'instant, nous, éleveurs, on ne souhaite pas adopter. Donc bon, il a ses atouts, ses contraintes. Mais pour ce qui est des labels et des valorisations, c'est vrai que le label, enfin tous les signes de qualité en général, à part l'inflexion du bio, la récente à ce que je disais tout à l'heure, pour le reste, en label rouge ou en spécialité en IP, AOP, IGP, on en a quelques-unes. Moi, je reste persuadé que c'est sous-exploité. On a vraiment des spécialités charcutières remarquables dans toute la France, différentes d'une région à l'autre. Et bon, ce qui marche, bon, il y a le Bayonne, IGP, il y a Morteau en Franche-Comté. Bon, il y a quelques pâtés, des rillettes, etc. Mais je pense qu'en volume, on devrait pouvoir faire mieux, quoi. À la fois pour le marché intérieur français, mais aussi à l'export, où on est peut-être moins offensif que les charcutiers italiens ou espagnols, qui font des produits de très bonne qualité, ça je ne conteste pas. Mais on a aussi des très bons produits, quoi. Et on est un peu frileux là-dessus. Voilà bien. ce que je voulais dire très rapidement. Très bien, merci. Je vais être obligée d'accélérer parce que le temps passe et on a encore quelques questions. Donc, Marie-Lise Housseau, donc, si vous pouvez poser vos questions en 2 minutes et puis les réponses un petit peu plus rapides aussi. Merci. Oui, moi, je vous ai bien écouté attentivement. Moi, je viens d'un département, le Tarn, avec un gros élevage bovin. On a à peu près 100 000 bovins et on en perd 3 à 4% chaque année. Voilà. Et on a également, on a finalement assez peu de porc, bien qu'on ait les charcuteries de la Cône, mais essentiellement alimentées par du porc espagnol. Et donc, à vous écouter, moi, je vous décrivais une situation qui n'est pas parfaite. Hein, vous dites qu'il faut aller au-delà des coûts d'aliments pour l'aviculture, intégrer d'autres coûts de production, que les négociations sont dures, mais que les marques distributeurs utilisent du porc français. Vous ne parlez plus de marge arrière. Hein, vous n'avez pas répondu à la question d'Antoinette Gull. Donc finalement, je trouve que vous êtes assez positif. Et donc, moi, je voudrais savoir si vous pensez que la situation actuelle est convenable ou est-ce qu'il y a quand même des choses à faire pour améliorer quand même la partie qui revient aux producteurs et de manière plus large, parce que quand même notre solde agroalimentaire va être déficitaire cette année. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour reprendre des parts de marché en viande bovine, en porc et en aviculture? Très bien, merci. Madame Aeschlimann. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour vos exposés. Vous avez évoqué la question de l'impact ou du non-impact, non prise en compte des questions sanitaires sur les problématiques de coûts. L'actualité de la filière avicole montre que les questions d'exploitation et les contraintes réglementaires européennes et non européennes peuvent impacter sur la disponibilité du produit, mais aussi renchérir certainement le coût de production. Je voudrais savoir pour chacune des filières si dans vos négociations, la question de la prise en compte du bien-être animal et de façon plus large sur toutes les attentes sociétales qui deviennent de plus en plus importantes auprès des consommateurs est prise en compte à son juste niveau et si le renchérissement qui découle de ces prises en compte est partagé avec sur les différents niveaux de la chaîne de valeur pour éviter que les producteurs ne le supportent exclusivement. Et on va prendre une dernière question de Madame Gosselin. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, alors ma question est toujours sur le prix qui vous est imparti. Il est vrai qu'on a eu Egalim 1, 2, 3 et qu'il me semble 4 et il me semblait que à chaque fois on devait réajuster le prix réel, c'est-à-dire à la fois ajouter le coût du fermage, le coût des bâtiments. Vous en parliez, Madame. Je pensais que c'était quelque chose qui était pris en compte dans le prix que l'on vous donnait pour chaque animal vendu ou abattu. Donc je m'aperçois que ce n'est pas encore le cas. Comment faudrait-il qu'on puisse faire pour que, enfin, vous soyez payé au juste prix du produit? Merci. Alors, réponse. Qui veut commencer? Monsieur Bernard. Très vite.
La dernière question sur le prix, nous, on a l'exemple, on a pris plus que le coût alimentaire. La question qui se pose aujourd'hui dans le cas dans lequel on est, c'est que en gros, on est un tunnel de prix dans lequel la borne basse, c'est le coût de production calculé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, dans un contrat, vous mettez dans la borne basse, dans le tunnel de prix, le coût de production. Et après, le reste, ça sécurise évidemment le jeune ou l'investisseur. Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est assez simple, même si je suppose que c'est pas simple à faire passer. L'autre élément pour le côté, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on perde moins pied, il faut produire. Hein. Enfin, le mot produire... on vous le dit depuis tout à l'heure, il faut produire. Il faut faire naître des veaux en bovin et il faut engraisser, augmenter l'engraissement. Et ça, il faut un plan stratégique élevage en France. Et quand je dis élevage, je mettrai un NS. Hein. Il ne faut plus perdre une vache. Il ne faut plus perdre une brebis. Il ne faut plus perdre une chèvre. Et puis après, je pense qu'il ne faut plus perdre une poule et plus perdre un... Mais voilà. Simplement, tout ça, il faut quelque chose d'un peu plus transversal. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas au ministère de l'Agriculture. C'est un plan stratégique, c'est une caractéristique de la France. Il me semble qu'à un moment donné, on avait dit labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. On voit bien que quand il y en a un qui ne va pas, tout tombe. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre des marchés? Construire des poulaillers, ça c'est clair. Et pour construire des poulaillers, il faut donner l'envie. Et pour donner l'envie, il faut du revenu. Il faut une visibilité sur le revenu. Parce qu'aujourd'hui, si vous gagnez pas de l'argent, clairement, vous n'irez pas vers la motivation à construire des poulaillers. Et puis, il faut lever aussi clairement quelque chose de simple. C'est que quand le poulailler il est réglementaire, qui répond à la réglementation, on y va. Et on ne s'embarrasse pas de ce qui est aujourd'hui un peu compliqué et qui démotive. Très clairement, je m'arrêterai là. Le sanitaire et la montée en gamme. Voilà 10 ans, on avait un plan de filière qui nous avait été imposé par le gouvernement. Et en volaille, le numéro 1, c'était on monte en gamme. On fait plus de labels, on fait plus de bio, et l'objectif était de monter à 50% en label. On s'est retroussé les manches et on l'a fait. On a essayé de le faire, mais on s'est arrêté avant. Pas de vente, pas de marché. Donc la volonté, entre la volonté et la réponse du marché, constater qu'il y a une réalité. Et je crois que la moralité de ça, c'est que faut peut-être attendre que le marché soit mûr pour pouvoir avancer avec et être le plus réactif. Et ça, nous les producteurs, je peux vous le dire, on est prêts à ça. À partir du moment où on est rémunéré, on est prêt à ça. Demain, monter en gamme, c'est pas un problème, mais il faut assurer la rémunération et le prix. C'est tout. Alors c'est simple à dire, hein. C'est plus simple à prix Egalim. Et puis allez, votre question, je la transforme en disant quel serait le modèle le plus rêvé quelque part pour que ça fonctionne bien. Eh bien moi, pour l'aviculture, parce qu'on n'empêchera pas un prix de construction par une négociation. C'est comme ça fonctionne comme ça, et puis il faut peut-être que ça le reste. Mais à un moment, je pense qu'il faut quand même mettre plus d'indicateurs qui permettront de sécuriser, et je suis d'accord avec mon collègue des bovins, le minimum, c'est le prix de revient. Et puis quand le prix de revient est fixé, après, effectivement, le marché fait le reste. Mais au moins qu'on ait tous les indicateurs, et pour les nôtres, je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment, la main-d'œuvre et l'énergie qu'on doit rajouter à celui de l'aliment. Merci. Oui, pour la filière porcine, dans les différentes questions, même remarque sur le plan de filière, hein, il y a quelques années, on nous avait obligés un peu à monter en gamme et on n'y est pas arrivé, on l'avait dit. Après, pour ce qui est des demandes sociétales, moi malheureusement, je ne suis pas pour être pessimiste, je suis réaliste. Je pense qu'il y a des demandes et on a évolué et le droit européen va encore évoluer. Il y a des discussions en cours. Enfin, on a à la fois sur la bientraitance animale et sur une directive qui s'appelle les directives sur les émissions industrielles par rapport à l'environnement, donc pour rabattre les émissions d'ammoniac, etc. Sur ces deux champs-là, en fait, ce sont des investissements qui sont souvent importants, mais qui ne sont pas pris en charge par le marché. Donc c'est pour ça que, d'une part, on souhaite qu'ils soient proportionnés,
Et ça me permet de dire, un peu en conclusion, mais les élevages porcins français sont globalement plutôt de taille modeste par rapport à nos concurrents étrangers, européens en particulier. C'est 250 truies et avec la suite, et c'est un couple, quoi. Donc voilà, c'est plutôt modeste. Mais on voit bien avec le temps que pour absorber les nouveaux coûts de bientraitance, de normes environnementales, de normes sanitaires, de biosécurité, etc., on n'échappe pas à un développement de l'élevage, à une augmentation régulière de l'élevage. Pas pour arriver à des 3 000, 10 000 truies, comme on en a parfois à l'étranger, mais non, pour rester, là on est à 250 aujourd'hui, en moyenne, naisseurs-engraisseurs. Peut-être qu'on arrivera un jour en moyenne à 300, 350, voilà, avec un salarié. Bon, voilà, nous, c'est ça notre schéma, quoi. Et c'est pour ça qu'on souhaite que les futures normes ne soient pas trop disproportionnées et fassent l'objet d'un soutien public pour tous les investissements non productifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répercuter au marché. Donc ça, c'est important. On est prêt à y aller, mais voilà, il faut simplifier. D'où les lois aussi sur la police environnementale, dont on a parlé beaucoup l'an dernier, les ICPE, les fameux ICPE, voilà, qu'on déplafonne un peu et qu'on harmonise avec le droit européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc on est pénalisé, quoi. Merci, messieurs. Alors, je crois que Madame la rapporteure a encore une question. Oui, j'ai une dernière question. Vous avez parlé à un moment donné du prix du porc. Alors, c'est vous, Monsieur Thiebaut, qui avez dit sur les promotions, on peut arriver à une promotion à 2 € le kilo, je crois. C'est ce que vous avez dit. Moi, j'aurais une question sur les promotions. Les promotions, ça fait partie, entre guillemets, des marges arrière, puisque Madame Housseau nous en parlait, elle également. Habituellement, les promotions sont à la charge des producteurs. Est-ce que c'est votre cas? Ça n'a pas l'air d'être votre cas, en fait, puisque je vous ai écouté attentivement. Vous avez quand même l'air de dire les promotions sont à la charge du distributeur. Il achète à un prix qui est lui négocié, enfin avec peu de marge de manœuvre quand même, hein, si je vous ai bien entendu. Mais après, par contre, c'est pas vous qui payez les promotions, c'est bien le distributeur qui les paye. D'accord. La pression est juste mise sûrement plus sur l'industriel que sur le producteur. Le prix producteur est juste le résultat après un peu de cette pression, mais je pense que on n'est pas directement concerné, effectivement. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Alors moi, j'ai encore une ou deux petites questions suite à vos différentes interventions. D'abord, je voudrais connaître la part des contrats tripartites dans chacune de vos filières, et si selon vous il faudrait faire mieux, si ce serait une bonne option. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un sujet autour de ces contrats tripartites? Vous avez parlé beaucoup, surtout madame, hein, des indicateurs. Alors moi, à ma connaissance, les indicateurs, ils sont à la main des interpros. Donc pourquoi est-ce que ça n'avance pas assez vite? Que faudrait-il faire selon vous pour que ce qu'on a appelé, nous, les MPI, les matières premières industrielles, au regard des matières premières agricoles qui sont sanctuarisées, elles, dont le coût est sanctuarisé. Donc, comment faire en sorte que cette part de tous les frais annexes à la production puisse effectivement être pris en compte? On a parlé aussi tout à l'heure, en fait, j'ai 4 questions. Troisième question, on a parlé rapidement tout à l'heure de la date butoir. La date butoir, elle est parfois quand même présenté comme un élément entre guillemets de production du producteur, dans la mesure où on dit à un moment on négocie, mais après c'est bon, le prix il est calé et on n'y touche plus. Donc j'entends dans votre réflexion que vous, ça ne vous gênerait pas finalement si on pouvait discuter du prix tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et voilà. Et enfin, le dernier sujet qui est plus de la prospective, c'est que est-ce que on a parlé un petit peu en arrière-fond de restauration hors domicile? C'est vrai que la restauration hors domicile n'est pas soumise à Egalim. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait soumettre aussi la restauration hors domicile au cadre Egalim? Et est-ce que vous pensez qu'à ce jour, il y a pour vous des marges de manœuvre importantes en restauration hors domicile? Comment est-ce que vous appréhendez ces deux types de marchés, distribution et restauration hors domicile? Peut-être sur les contrats tripartites, c'est infime. Enfin, dans ce qui se fait au niveau de la viande bovine, le taux de contractualisation, il y a un observatoire de la contractualisation qui est mis à jour par l'interprofession tous les semestres pour regarder l'évolution. Globalement, on est à un petit quart de la production aujourd'hui
avant Egalim, on était à 2%, quand même. Donc, après, quand on est à ce niveau-là, si on prend la vache laitière, c'est 0 pratiquement. Et si on prend le jeune bovin, c'est plutôt presque 50%, 45%. Donc voilà, il y a effectivement... Est-ce que c'est Egalim? Est-ce que c'est... J'en sais rien. En tout cas, il y a une évolution. En contrat tripartite, c'est relativement faible. Encore une fois, parce que le contrat tripartite, il impose aussi à la forme de distribution de trouver l'ensemble de la valorisation. C'est ça qui coince, c'est qu'en fait, quand vous êtes en contrat tripartite, vous allez voir l'abatteur en disant voilà, j'ai besoin de tel et tel volume, mais voilà, le distributeur, il passe pas la totalité des fois de la carcasse. Aujourd'hui, on est dans du pad, on est dans du compensé, enfin des termes un peu barbares, mais qui veulent dire qu'en gros, on n'est plus en carcasse ou en demi-carcasse. Et donc, c'est là où il y a une grande difficulté. Il y a et pour faire le lien avec votre question de la restauration, en fait, il y a le travail de l'abatteur étant de congeler les morceaux qui doivent permettre de servir les restaurants à la belle période. Enfin, il y a un travail dans le rythme de l'industriel aujourd'hui, d'octobre à février, il y a un système de congélation d'un certain nombre de pièces pour les ressortir de mars à juillet, quand on commence les barbecues, quoi. Enfin voilà, on est dans un système un peu, malgré tout, on est dans un cheminement où la saisonnalité et le prêt à manger prend le dessus. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas, sur l'avenir de la consommation de viande, de bœuf en particulier. Et là, la Fédération nationale bovine a porté à connaissance vraiment au niveau de l'interprofession le fait de travailler beaucoup plus sur la restauration. C'est-à-dire, il y a un groupe de travail qui est sur la restauration hors foyer, à la fois du côté restauration collective et restauration commerciale, pour essayer de commencer ces fameux travaux, parce que quand on a une enquête qui est mise à jour, qui s'appelle Où va le bœuf, qui est mise à jour par l'Institut de l'élevage tous les 3-4 ans à peu près, on voit bien que la part de marché, ce qui est perdu par la GMS est gagné par la restauration, et voir la GMS se comporte aussi en façon traiteur, quoi. Enfin, voilà, elle s'adapte. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser. Est-ce que c'est Egalim ? Je saurais pas si la contractualisation du même style. En tout cas, on va dire que définir et que les principaux opérateurs soient obligés de communiquer directement aux consommateurs et après en masse peut-être de façon annuelle, bisannuelle, voilà, et être obligé de donner des éléments sur leur approvisionnement, ça peut quand même faire partie de quelque chose à creuser, quoi. Alors sur le contrat tripartite, il y en a très très peu en volaille. On commence à en parler. Et pourquoi on commence à en parler? C'est très simple. Dans les dernières négociations, et notamment tout le long de l'année 2025, on a des grandes surfaces, pour ne pas les citer, Intermarché par exemple, qui commencent à nous dire, écoutez, moi je suis prêt à mettre, mais je veux m'assurer qu'elle aille au producteur. Et la seule façon de garantir ça quelque part, ça serait de construire un contrat tripartite. Et ça, pour nous, en 2025, ça a été un début d'enclenchement d'une nouvelle réflexion. Alors, on a envie de poursuivre dessus, mais quand on parle de ça en interprofession, on a encore un petit peu de mal parce que, et ça m'amène à la deuxième réponse, construction du prix, indicateur. Je vais le dire, aujourd'hui, les industriels, les gens qui discutent le prix autour de la table, quand ils sont dans les box, ils ont peur et ils le disent, ça va être la soviétisation du prix. En gros, si on met tous nos indicateurs, mais qu'est-ce qu'on aura comme marge à négocier un prix, puisque tous les indicateurs vont décliner, toc toc toc, un prix final. Nous, on pense que c'est pas comme ça, mais aujourd'hui, on a ces discours-là qui sont bloquants pour avancer. Donc voilà, comment je peux répondre à la question. La RHD. Effectivement, on se rend compte que, et nos industriels qui commercialisent nous disent,
nous déclarent souvent avoir moins de mal quand même à négocier avec la restauration hors domicile qu'avec la GMS. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent. Donc maintenant, la restauration, effectivement, de l'emmener dans la loi Egalim pour avoir les mêmes critères ou rien. Je sais, c'est pas mûr encore dans notre approche au regard des premières questions que vous avez posées. Et puis la quatrième, c'était quoi? Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est bon. Non. Voilà. Donc discuter toute l'année. Et la date butoir. Mais en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a quand même des événements qui se passent en agriculture dans le cours d'une année qui font qu'à un moment, les choses changent vite. Donc, je crois qu'elle est amenée à discuter quand même regardez ce qui s'est passé suite à la guerre en Ukraine, l'évolution des matières premières, elles ont explosé. Donc, même s'il y avait loi Egalim, les lois de la construction ont explosé. Donc, s'il y a un moment, on est bloqué, nous, l'inertie nous coûte cher en agriculture. Donc, à un moment, il va falloir quand même se donner la souplesse. Moi, je pense que c'est quand même pas une erreur de se revoir en cours d'année. C'est long, une année. Il y a beaucoup d'inertie dans la construction du prix, donc c'est compliqué à mettre en œuvre, je pense. Très bien, merci madame. Monsieur Thébault. Oui, alors sur le dernier point, enfin des tripartites, il y en a très peu. J'avais dit tout à l'heure, j'ai connaissance d'un contrat dans la région des Hauts-de-France, mais c'est marginal en volume. Pour ce qui est de la date butoir, je l'ai évoqué tout à l'heure en disant, bon, on serait peut-être aussi favorable un peu de souplesse parce que on est marqué par un cours du porc qui est extrêmement volatile, ça je vous l'ai dit. De ce fait, enfin, une des raisons, c'est qu'il est sensible aussi à des événements extérieurs qui peuvent intervenir. Bon, on a eu les taxes chinoises, anti-dumping, là, soi-disant. On a eu la fièvre porcine en Espagne. On peut avoir d'autres facteurs. Et ce qui fait que, effectivement, ça peut jouer à la baisse comme à la hausse. Donc, on comprend l'intention du législateur en disant une date butoir, ça permet de sanctuariser le prix pour le producteur. En réalité, il y a des situations où ça peut être au contraire bloquant, quoi. Quand on a des opportunités de mieux valoriser un produit. Voilà, donc pour ça que là-dessus, on est assez ouvert. Et je crois que ça, de la filière Inaport, on l'est aussi. Pour ce qui est de la RHD, oui, c'est vrai, vous avez bien fait d'en parler parce que je sais le faire et je pense que c'est important. On travaille beaucoup, évidemment, les gros volumes, c'est GMS, mais la RHD, alors restauration commerciale ou collective, là, il y a encore un gros chantier à travailler. On est sous-investi là-dessus. Sur la restauration commerciale, donc avec l'obligation d'indication d'origine des viandes en restauration, on a vu un mouvement timide, mais on a vu un mouvement avec un retour du porc, de certaines pièces de porc dans les menus. Et donc ça, on encourage évidemment du porc français, bien sûr. Et pour ce qui est de la restauration collective, notamment tout ce qui est lié à la commande publique, alors là, on a des années de retard. Hein. Je pense que là, je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses, mais on arrive à trouver des rédactions de cahiers des charges qui permettent de valoriser le porc local. Voilà. Et ça, c'est insuffisamment exploité. Il y a un gros enjeu de tonnage, quoi. Là, c'est clair. Hein. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pas de regrets, pas de dernières questions de votre part, madame, messieurs, pas de remarques suite à cet échange, je vous en prie. Si, je pense que, enfin, on est vraiment dans un monde il va falloir faire des choix, quoi. Est-ce qu'on veut de l'élevage? Et là, en plus, j'ai l'avantage chez moi, j'ai aussi un élevage avicole. J'ai fait du porc il y a quelques années. Et il faut, enfin, réveillons-nous, quoi. Réveillons-nous. Est-ce qu'on veut un élevage et c'est pas la peine d'aller parler de souveraineté si on n'est pas capable d'installer des jeunes et des bâtiments. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci, mes chers collègues. Je vous rappelle que nous nous revoyons demain à 14h. Même salle. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.